Notre système éducatif est en panne. Nous devons le réformer. Je rappelle ici, comme hier, à une transformation en profondeur, car tout doit être remis à plat. Des mesures fortes et immédiates seront prises. Alors, dans cet extrait de son discours à la nation du 16 août 2018, Ali Bongo annonçait le début des travaux pour une réforme attendue depuis des décennies au Gabon, la refonte des programmes d'enseignement. Car, après les signatures d'indépendance de 1960, l'une des réformes majeures attendues dans le domaine de l'éducation au Gabon était la refonte des programmes d'enseignement avec pour objectif de marquer la fin de l'école coloniale et la naissance d'un enseignement centré sur les peuples, les besoins et les aspirations du Gabon. Sauf que depuis l'annonce, la réforme peine à se concrétiser et deux questions nous viennent à l'esprit. La première, comment situer le rôle et l'importance du système éducatif dans la construction et le développement du pays? La deuxième, comment rendre l'enseignement utile au développement humain et économique du Gabon? Des réponses à ces questions étaient en partie apportées lors de la conférence d'État africain sur le développement de l'éducation en Afrique de 1961 à Addis Abeba en Éthiopie. Lors de cette conférence destinée aux États nouvellement indépendants dont le Gabon, l'enseignement sera défini comme l'une des bases du développement économique et social. Une série de résolutions est annoncée dans la foulée, mais la mise en application s'est avérée être bien plus compliquée que prévu entre problèmes de financement, influence étrangère et manque de souveraineté. Depuis, en parcourant les publications et articles portant sur le système éducatif gabonais, l'impression laissée est généralement négative. On note principalement des sujets comme l'inadéquation entre l'offre de formation et le marché de l'emploi, les grèves à répétition, la saturation des écoles ou le manque d'équipement dans les établissements scolaires de tout niveau. Si ces problèmes existent bel et bien, ils sont loin d'être les seuls et n'ont pas toujours un caractère prioritaire si l'objectif est d'avoir un enseignement utile à l'essor économique et social du pays. Après avoir dit cela, d'autres questions se posent légitimement. Peut-on honnêtement et objectivement espérer un développement sans un système éducatif capable de produire des individus aptes à porter l'ambition du continent et du pays? Face à l'absence de réforme des programmes pédagogiques après l'indépendance, que peut-on attendre d'une école conçue et façonnée pendant la colonisation pour servir les intérêts du colonialisme français? Où et comment sont élaborées les évolutions qui sont régulièrement apportées au système éducatif gabonais? Alors, installez-vous confortablement pour qu'on analyse les évolutions qui ont fait notre système éducatif actuel et les changements possibles qui peuvent en faire un élément utile au développement de la nation. Pour commencer, il est important de se demander quel est le rôle de l'enseignement dans une nation. Pour nous aider à y répondre, faisons appel au ministre de l'Enseignement supérieur qui déclarait ceci dans une interview parue le 7 janvier 2024. L'université gabonaise est un projet politique. Donc c'est un projet politique pour assurer à notre pays une certaine souveraineté, et c'est d'ailleurs le rôle fondamental de toute université. Cette citation nous plaît bien car elle peut s'appliquer au système éducatif dans son ensemble et elle permet de positionner le rôle de l'enseignement sur les plans politiques et économiques. De plus, à l'instar des secteurs essentiels à la construction d'une nation, le système éducatif reflète les choix qui sont opérés en amont. On choisit le contenu de ce qui est enseigné aux apprenants, on hiérarchise l'importance des disciplines, on choisit l'histoire qui doit être transmise et la manière dont les récits sont présentés. Donc, l'enseignement doit être conçu pour apporter des réponses aux défis politiques, économiques et sociaux sur le court, le moyen et le long terme, selon les objectifs définis dans l'intérêt de la nation. C'est un atout inestimable s'il est bien pensé et il peut être un fardeau s'il est mal conçu. L'école est également un moyen par lequel une nation transmet ses valeurs, son histoire, sa culture aux nouvelles générations. Elle aide à forger une identité nationale en inculquant des idéaux communs et en renforçant le sentiment d'appartenance au collectif. Une jeunesse privée des clés de compréhension des problèmes économiques, historiques, politiques et sociaux auxquels fait face son pays ne peut tenir son rang et œuvrer efficacement à l'accomplissement de sa mission. Peut-on transformer une société sans une transformation nette des programmes enseignés aux enfants?
En effet, si on considère que chaque enfant d'aujourd'hui, donc adulte de demain, est un maillon essentiel de la chaîne qui doit assurer la marche en avant du continent et du pays, les choix effectués dans son développement sont de la plus haute importance. Si l'éducation produit des maillons défaillants, la tâche ne sera que plus insurmontable. Dans la construction d'un système éducatif, l'histoire est une discipline importante et particulière car elle n'est pas une discipline neutre. Les faits sont ce qu'il y a de plus concret et réel, mais la sélection des événements et la manière de les raconter sont des choix. Une connaissance de l'histoire, des événements marquants dans l'évolution d'un pays, permet une analyse éclairée des dynamiques et des problèmes du présent. En ce sens, l'histoire est l'une des matières fondamentales dans la construction d'un système éducatif. L'enseignement de l'histoire permet de positionner les individus dans l'évolution du récit national. Il permet la construction d'une mémoire collective, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des représentations qu'on fait de notre passé et de notre nation. Il aide à la construction d'une identité nationale, à la transmission de valeurs nationales, aide au développement d'une pensée critique et prépare la jeunesse aux défis futurs. Cette mémoire collective, souvent construite à travers l'éducation, les commémorations, les monuments et les récits historiques, joue un rôle clé dans la formation de l'identité collective. Elle peut être influencée par la culture et les valeurs de ceux qui la font vivre. En fonction de ces facteurs, la mémoire collective aide à la quête d'objectifs communs en donnant aux individus un lien à travers une histoire et un héritage commun. Pour mieux comprendre d'où vient l'école que nous connaissons actuellement au Gabon et dans les anciennes colonies françaises et les objectifs de son implantation, il est nécessaire de faire un retour à l'époque de la colonisation. Si l'enseignement colonial a été introduit durant le 19e siècle avec l'arrivée des premiers instituteurs, c'est au début du 20e siècle que l'administration coloniale française met en place et structure son système éducatif dans les colonies d'Afrique subsaharienne. D'abord en Afrique de l'Ouest, anciennement AOF, en partie avec pour objectif de contrer l'influence de l'enseignement islamique et conforter la domination française dans la région, puis dans les pays d'Afrique centrale. Le tout s'inscrivait également dans le cadre de la mission civilisatrice, une idéologie portée par l'État français dans le but d'apporter la civilisation européenne aux peuples africains considérés comme étant païens, sauvages et barbares, comme le déclarait Jules Ferry dans son discours à la Chambre des députés le 28 juillet 1985 par les mots suivants. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Il y a pour elles un droit parce qu'il y a des devoirs pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Les années 1840 sont marquées par l'installation des premières écoles coloniales dans l'espace AEF. La première école catholique est ainsi ouverte au Gabon en janvier 1845. À sa mise en place, l'enseignement se concentre sur l'agriculture et l'apprentissage des métiers. L'objectif pour l'État français est d'assurer une certaine autonomie sur les plans alimentaires et techniques aux colons installés dans la région et ainsi réduire les besoins d'approvisionnement constant depuis la métropole française. À des fins purement utilitaires, le contenu de l'enseignement est volontairement dégradé et limité à quelques notions élémentaires dans les matières telles que le français et les mathématiques. L'enseignement va ensuite progressivement évoluer et au début des années 1900, la frustration manifestée au sein des populations africaines va pousser la métropole à adapter son modèle. L'école rurale va se développer après la Première Guerre mondiale. Son but était de toucher le monde paysan et de le porter vers ce qui était décrit comme la modernité. C'est également durant cette période que les premiers étudiants africains quittent le continent pour étudier en France. Après la Seconde Guerre mondiale, les révoltes populaires prennent de l'ampleur et les populations réclament un traitement plus égalitaire, notamment dans l'éducation, et poussent à nouveau la France à s'adapter. Un enseignement calqué sur le modèle existant en France métropolitaine va être déployé et c'est le modèle qui sera la référence jusqu'aux indépendances. C'est l'émergence de l'enseignement secondaire. Le contenu de l'enseignement va reprendre ce qui se faisait en Occident entraînant un certain retard et certains contenus vont être adaptés aux populations colonisées. L'enseignement de l'histoire sera spécialement réécrit et falsifié pour façonner le regard des Africains vis-à-vis de la France. L'histoire de la France et celle des civilisations européennes doit ainsi occuper une place centrale dans l'enseignement.
C'est dans ce sens qu'en 1924, Jules IV, administrateur colonial français, déclarait dans une circulaire fixant l'organisation de l'enseignement dans les colonies: l'histoire et surtout celle de la France doit être enseignée aux indigènes des colonies, en particulier aux Noirs d'Afrique. Peuvent-ils ignorer tout de la France et des Français avec lesquels ils sont en relation journalière et qui leur ont apporté la sécurité et la prospérité? Il faut donc faire connaître aux Noirs l'histoire de la France et celle de leur pays. Une compréhension des finalités du colonialisme est nécessaire pour situer le rôle de l'enseignement dans l'entreprise coloniale. Par principe, une colonie existe pour enrichir et faire rayonner la puissance dominante. La colonie lui fournit les matières premières, les denrées alimentaires, les ressources humaines, en bref, tout ce qui est utile à l'enrichissement du colon. L'école coloniale, dans sa conception, avait pour but d'éduquer les populations africaines selon ce que la puissance coloniale attendait d'eux. Des sujets reconnaissant l'autorité et la supériorité du colonisateur et travaillant à l'enrichissement de ce dernier. Pour soutenir le colonialisme, l'enseignement devait remplir certains objectifs dont la formation de subalternes pour l'administration coloniale et la conquête morale des populations africaines. Le cas de ceux qui étaient couramment appelés les semi-lettrés permet d'illustrer ce point. Les semi-lettrés sont des locaux chargés de seconder les colons. Leur enseignement devait leur permettre d'acquérir une instruction suffisante, leur permettant d'affirmer une autorité sur le reste de la population, sans jamais atteindre le niveau d'instruction des colons français. Il n'était pas question de concurrencer le maître blanc ou d'obtenir un quelconque diplôme. Ils étaient sélectionnés et formés pour être des interprètes, des ouvriers, des gardes ou même des sous-chefs. Ils étaient nécessaires aux colons, leur permettant notamment de faciliter les communications à destination des populations. Ils étaient le relais privilégié chargé de faciliter la tâche des administrateurs coloniaux. La conquête morale est un processus par lequel une puissance ou un État colonial impose ses valeurs, ses croyances, son idéologie à une population de cultures différentes, par l'usage de la force si c'est nécessaire. Dans le contexte de la colonisation, cela implique l'imposition de la langue, de la religion, des normes sociales et le système économique de la puissance colonisatrice sur les populations à conquérir. Le système éducatif, en plus de l'Église, était parmi les outils privilégiés pour la conquête morale. Les colonisateurs établissaient des écoles dans lesquelles l'usage des langues locales était interdit et sanctionné. Des enseignements centrés sur les langues, l'histoire et les valeurs des colonisateurs étaient dispensés. La finalité était d'inculquer aux enfants l'amour de la France, d'effacer des mémoires les horreurs commises sur les populations par la France depuis l'esclavage, de créer un sentiment de supériorité culturelle et morale vis-à-vis des Africains pour ainsi les soumettre intellectuellement. C'est dans ce sens que Louis Sonollet et André Pérez, auteurs de manuels d'histoire dont le manuel Moussa et Gigla, distribués et utilisés en AOF pendant la colonisation, déclaraient « Nous avons poursuivi un triple but. Compléter l'instruction de l'écolier africain au point de vue de la lecture, tout en l'intéressant et en l'amusant. Aider à son éducation morale, sociale et pratique. Lui faire connaître et aimer la France. Lui montrer notre pays comme étant le plus glorieux, le plus avancé en civilisation, le premier tout autant par le courage de ses soldats que par le mérite de ceux qui l'ont illustré. Particulièrement de ceux qui ont apporté en Afrique occidentale la prospérité et le progrès. L'Afrique produit des hommes, comme disait Faidherbe, faisant de ces hommes des Français heureux et fiers de l'être. » Étant en mesure d'évaluer le rôle qu'a joué l'éducation dans la construction du système colonial et ses conséquences sur l'évolution des peuples, il nous paraît évident de penser qu'au lendemain des indépendances, les nouvelles autorités aient eu comme priorité de reconstruire les systèmes d'enseignement pour permettre de défaire le formatage des esprits et la mentalité installée durant l'emprise coloniale française, et ainsi contribuer à restaurer une identité nationale fondée sur la culture et les aspirations des peuples du Gabon. La réalité fut bien différente. Les programmes d'enseignement n'ont pas connu de refonte significative depuis l'époque coloniale malgré les annonces faites au fil des décennies. Pour le comprendre, passons en revue quelques événements marquants depuis la fin des années 1950. En 1956,
Pour tenter de calmer les mouvements indépendantistes et installer un climat de confiance, la loi numéro 56-619, dite loi cadre des Ferré, est votée par l'État français. Cette loi accorde une certaine autonomie aux peuples colonisés dans la gestion de leur territoire. Toutefois, les domaines jugés importants tels que l'économie, la monnaie, la sécurité ou encore l'éducation restent sous le contrôle français. Les populations africaines sont ainsi privées du droit d'organiser elles-mêmes leur éducation. Le 17 août 1960, une série d'accords souvent nommés accords coloniaux sont conclus entre la France et le Gabon lors des déclarations d'indépendance. Ces accords prévoient notamment que le français reste la langue d'enseignement en République gabonaise. Les accords économiques, quant à eux, ouvrent le marché gabonais aux éditeurs français sans restriction, facilitant ainsi la distribution des manuels français au sein des écoles gabonaises. Ces manuels reprenaient également un contenu identique à ceux qui étaient diffusés pendant la colonisation, allant dans le sens d'un maintien de l'influence française. Les accords incluaient également la formation en France de la classe dirigeante gabonaise par l'octroi de bourses d'études ou par des facilitations administratives pour les étudiants gabonais comme le prévoyaient les textes. Ces accords permettaient à la France de maintenir une influence sur le Gabon par sa classe dirigeante qu'elle se chargeait elle-même de former. En 1961, un an après la vague d'indépendance de l'année 60, se tient un congrès des ministres de l'éducation des pays d'Afrique pendant la conférence internationale de l'UNESCO à Addis Abeba. De nombreux pays africains fraîchement indépendants étaient présents, parmi lesquels le Cameroun, la République du Congo, la RDC, le Gabon, le Ghana ou encore le Mali. Ces États nouvellement indépendants étaient invités à dresser un inventaire des actions à mener pour développer une école adaptée aux besoins de développement des pays africains. À l'issue de la conférence, plusieurs objectifs sont fixés avec comme horizon l'année 1980. Parmi les plus importants, on a la mise en place d'une éducation de base accessible à tous les enfants, la réalisation d'une analyse des besoins en matière d'éducation, le financement et la mise en place de programmes d'enseignement adaptés aux objectifs de développement du continent. En 1966, la loi numéro 16/66 portant sur l'organisation générale de l'enseignement en République gabonaise entre en application. Le texte porte principalement sur l'accès à l'éducation pour les enfants de 6 à 16 ans et sur l'organisation des différents cycles d'enseignement. Il organise l'école maternelle, l'école primaire et l'enseignement secondaire, sans oublier l'enseignement technique et les formations professionnelles censées former aux activités productrices. Aucune mention sur les réformes des programmes d'enseignement. Le sujet semble ne plus avoir un caractère prioritaire. En 1983, un an après une série de recommandations en matière d'éducation adressées par l'UNESCO au Gabon dans un document intitulé « Réforme et rénovation de l'enseignement », les premiers états généraux de l'éducation et de la formation sont organisés sous la présidence d'Omar Bongo. Parmi les conclusions, on note les besoins de régler le manque d'adéquation entre l'enseignement professionnel et les besoins du marché du travail, la réduction du taux d'échec scolaire ou encore le développement de la technique pour aider au développement économique du pays. Vu l'ampleur et l'importance accordée à cet événement, on aurait pu s'attendre à des annonces concernant la refonte des programmes d'enseignement en réponse aux objectifs fixés à l'issue des conférences de l'UNESCO de 1961 et 1964. La refonte des programmes semble ne plus faire partie des priorités à ce moment. En mai 2010, 27 ans après, une deuxième édition est organisée. Les États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi sont organisés sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Dans ses conclusions, cette édition reprend une part importante des résolutions de l'édition précédente. En complément, on retrouve de nouvelles résolutions comme la volonté de favoriser l'enseignement de l'anglais depuis l'école primaire, l'introduction des langues nationales dans l'enseignement et un renouvellement des curricula de formation. Cette fois, l'État annonce un projet de refonte et d'enrichissement des programmes d'enseignement présenté sous le terme curricula. Le projet est chiffré à hauteur de 366 millions pour le pré-primaire, 642 millions pour le primaire, 870 millions pour le secondaire et 869 millions pour l'enseignement professionnel et technique, pour une enveloppe totale de 2,747 milliards de francs CFA. Une annonce appelée à être concrétisée par un projet de loi.
Le 16 août 2018, dans la continuité des États généraux de 2010, Ali Bongo, président en exercice de l'époque, déclarait « J'annonce également la mise en place, dans les tout prochains jours, d'une task force sur l'éducation. Celle-ci sera chargée de faire des propositions fortes, concrètes et d'application immédiate, c'est-à-dire dès la rentrée prochaine. L'objectif, remettre le secteur de l'éducation à flot. » Un mois après l'annonce, la Task Force évalue son besoin de financement à 1,250 milliards de francs CFA. Se pose alors la question du financement présenté à ce moment comme l'un des défis majeurs à la réalisation de ce projet. La France, souhaitant être impliquée dans le projet, manifeste son intérêt par l'intermédiaire de l'AFD, l'Agence française de développement. Le mois suivant, l'UNESCO à son tour émettra des recommandations. Après l'annonce présidentielle, les gouvernements successifs vont régulièrement communiquer sur leur volonté de mener ce projet à terme. Au fil du temps, les réformes annoncées semblent fortement s'éloigner du projet initial pour se rapprocher des recommandations des bailleurs de fonds comme l'AFD, l'UNESCO et la Banque mondiale, qui favorisent la mise en place de l'approche par la compétence, l'alignement de l'enseignement sur les standards internationaux définis par ces mêmes organisations, le gel des embauches des enseignants fonctionnaires, la priorisation de l'enseignement professionnel et technique. En août 2024, pendant la clôture des assises politiques nationales du manuel scolaire, Caméliane Tountoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale en exercice, a annoncé la création des premiers manuels d'enseignement conçus au Gabon pour le niveau secondaire. Cette annonce reste à nuancer car les manuels seront édités et donc supervisés par l'éditeur français Edicef via sa filiale EDIG basée au Gabon. L'incapacité du Gabon à réformer son système éducatif depuis l'indépendance se reflète dans l'incapacité du pays à produire ses manuels scolaires et plus largement les contenus de l'enseignement. Ce problème spécifique nous oblige à questionner la provenance des manuels utilisés au Gabon. Une analyse basée sur les manuels scolaires recommandés pour les cycles préprimaires, primaires et secondaires par le ministère de l'Éducation nationale nous donne les chiffres suivants. Sur les 376 manuels recommandés pour l'année scolaire 2023-2024, 75% des manuels sont réalisés par des éditeurs français. La production et la distribution des manuels scolaires utilisés au Gabon restent un monopole de l'ancienne puissance coloniale, dominé par les éditeurs tels que Edicef, Hachette, Atier, Nathan ou encore Bordas. Les manuels conçus localement sont quant à eux l'initiative d'éditeurs indépendants comme les éditions Tsam. Le manque de conception et de production locale des manuels scolaires s'explique également par l'absence de financement et le manque d'initiatives publiques. À titre d'exemple, l'Institut pédagogique national, l'organe public chargé de concevoir, d'élaborer les programmes pédagogiques des différents niveaux d'enseignement, d'assurer la production et la diffusion de manuels scolaires et de mener l'innovation pédagogique, ne percevait qu'un budget de 500 000 francs CFA annuels entre 2019 et 2022, d'après son directeur général. Son budget a ensuite été rehaussé à 3 millions de francs CFA à partir de 2023, mais reste marqué par des problèmes de paiement. Un autre problème majeur est la situation de monopole accordée par l'État gabonais au groupe français Hachette dans le domaine de l'édition, une situation mise en évidence par Sylvine Sam, écrivaine et éditrice gabonaise, dans une déclaration de 2018 qui rappelait que EDIG détient une convention d'exclusivité indéterminée depuis 30 ans. En effet, il existe bel et bien un partenariat conclu à la suite des États généraux de 1983 entre l'INP, anciennement INRAP, et Edicef qui accorde une exclusivité à cette dernière. Ce partenariat a conduit à la naissance de la société EDIG dans sa forme longue, les éditions gabonaises, dont les premiers manuels sont mis en service en 1987. Cette situation de monopole facilite également la captation des subventions publiques destinées à la production de manuels par l'éditeur français Edicef, comme le rappelait encore Sylvine Sam qui déclarait « L'État gabonais subventionne seulement le livre scolaire. Cette subvention n'est accordée qu'à la multinationale Edicef Hachette avec une société écran les éditions gabonaises. Cette dernière continue à bénéficier d'un monopole dans un pays où les lois ont évolué pour une libre concurrence. »
Les doutes sur la véracité de l'histoire enseignée au Gabon font partie des sujets importants qui reviennent dans les différentes critiques sur la construction de notre système éducatif. Et le sujet mérite d'être creusé. N'ayant pas trouvé de travaux ou d'études comparatives faisant état des falsifications dans les manuels d'histoire pour le cas du Gabon, on n'a pas eu le choix que d'entreprendre nous-mêmes ce travail. Dans ce chapitre, nous allons faire ressortir des cas avérés qui sont au pire des falsifications claires et nettes ou au mieux une volonté des auteurs des manuels cités d'orienter l'histoire et de brouiller la compréhension des lecteurs. Pour ce comparatif, nous nous basons uniquement sur la liste des manuels et ouvrages à caractère éducatif recommandés dans tous les niveaux d'enseignement pré-primaire, primaire, secondaire, général, technique et professionnel pour le compte des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Le 27 avril 1848, la deuxième abolition de l'esclavage est décrétée en France et dans les colonies françaises après la première abolition de l'esclavage de 1794 et son rétablissement en 1802 par Napoléon Bonaparte. D'après les différents manuels que nous avons consultés dans le livre Super efficace en histoire-géographie 5e année et le livre Histoire-géographie EMC 4e édition 2021 Hachette, l'année 1848 et le milieu du 19e siècle marquent la fin de l'esclavage au Gabon et dans les anciennes colonies françaises, ce qui est en réalité faux et différent des faits historiques. Malgré le décret d'abolition signé en 1848, l'État français maintient la pratique de l'esclavage mais se contente juste de changer sa dénomination. Pour assurer ses besoins de main-d'œuvre, la France, comme les autres pays colonisateurs, légalise le travail forcé et met en place le système de langagisme. Dans ce nouveau système, les populations demeurent des sujets de la puissance coloniale et ne jouissent pas du droit de s'organiser de manière libre. Les déplacements forcés des populations sont maintenus pour assurer le travail dans les plantations et les chantiers d'infrastructure. Les réquisitions et le travail forcé sont maintenus, légalisés et pratiqués par l'État français lui-même et les entreprises françaises installées en Afrique. Plusieurs faits permettent d'attester du maintien de l'esclavage à cette époque. Parmi les plus connus, entre 1921 et 1934, plus de 73 ans après l'abolition officielle, pour la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan, l'État français réquisitionne plus de 127 000 personnes du Congo jusqu'au Tchad, qui vont être soumis au travail forcé pour un bilan officiel d'au moins 17 000 morts. Durant les deux guerres mondiales, des millions d'Africains ont été réquisitionnés pour participer à ce qui était appelé l'effort de guerre. Ils avaient comme tâche d'assurer la production de denrées alimentaires pour les besoins de la métropole française et ses armées, en plus des personnes retenues pour combattre dans les rangs français pendant la guerre. Dans le cas du Gabon, c'est surtout pour des besoins d'exploitation forestière que la France réquisitionne le plus de bras. Ce n'est qu'en 1946 que le travail forcé est officiellement aboli dans le but de calmer la montée des mouvements indépendantistes après la Seconde Guerre mondiale, marquant ainsi la vraie abolition de l'esclavage du point de vue de nombreux Africains. Dans sa convention relative à l'esclavage de 1926, la Société des Nations, actuelle ONU, définissait l'esclavage par l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Des attributs incluant le travail forcé, la privation de liberté ou les déplacements forcés. Une définition qui correspond parfaitement à l'état du travail dans les colonies françaises de l'époque. Dans ce cas, les auteurs ne souhaitent pas rendre compte de l'histoire et des faits, mais se contentent des décrets signés par la France pour établir le récit. Ils s'alignent sur les communications de l'État français et installent un récit qui ne correspond pas à la réalité des faits, constituant ainsi une falsification, et ne permettant pas au lecteur de comprendre la situation de l'époque. À la page 96 du livre d'histoire-géographie seconde, édition Hatier, on peut lire la phrase suivante. Parti vers l'ouest à la demande des rois d'Espagne, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Même en voulant lire l'histoire uniquement à travers des yeux européens, l'affirmation reste extrêmement malhonnête. En 1960, l'archéologue norvégienne Anne Stinde Ingstad et son mari l'explorateur Helge Ingstad découvrent le site viking de Landsø-Meadows en Amérique du Nord. Un site qui a permis de dater des voyages des peuples scandinaves vers l'Amérique vers l'an 1000 après Jésus-Christ. D'autres études portant sur l'introduction de la patate douce dans le Pacifique Sud, dont The Sweet Potato in Oceania, de Chris Ballard, Paula Brown, R. Mitchell et Tracy Harwood, ont permis d'attester que les peuples polynésiens ont navigué vers l'Amérique et échangé avec les peuples d'Amérique du Sud avant les explorateurs européens. Les voyages les plus récents des Polynésiens ont été datés au moins aux années 1000 après Jésus-Christ, bien avant le cas cité plus haut.
De manière absolue, l'arrivée des premiers hommes sur le continent américain entre 30 000 et 15 000 avant Jésus-Christ et les indices relatifs à la présence de voyageurs africains ayant débarqué sur le continent bien avant les explorateurs européens excluent de fait toute découverte du continent par Christophe Colomb en 1492. À la page 16 du guide pédagogique super efficace en histoire, géographie, citoyenneté 4e année des éditions Edig et Dicef, on peut lire la phrase suivante. Cerner les grandes périodes de l'histoire permet de donner des repères. Cette périodisation, utile pour donner un sens à l'histoire, repose sur de grands marqueurs. L'Antiquité débute il y a 5000 ans. Elle correspond à la fin de la préhistoire avec l'invention de l'écriture. Elle prend fin à la chute de l'Empire romain en 476 et débute alors le Moyen-Âge. Celui-ci dure jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492, suivent les temps modernes qui courent jusqu'à la Révolution française. L'époque contemporaine lui succède qui s'étend jusqu'à nos jours. Ce découpage n'empêche pas que d'autres périodisations se superposent. En lisant ce chapitre ou le manuel entier, on constate que le découpage est totalement centré sur une vision européenne. Le découpage comprend donc 4 grandes périodes historiques qui sont la préhistoire, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine, toutes marquées par des dates importantes de l'histoire européenne. Cette approche reflète une vision du monde qui place l'Europe au centre de l'histoire humaine, ce qui peut occulter ou minimiser l'importance des événements et des apports venant d'autres régions du monde. Est-il pertinent dans notre cas d'enseigner à des jeunes Africains une histoire qui place l'Europe au centre de l'évolution humaine ? Cette vision de l'histoire, héritée de l'époque coloniale, n'a plus de raison d'exister dans une Afrique post-coloniale souhaitant bâtir son développement. L'histoire de l'Afrique étant marquée par des événements importants de l'évolution humaine comme l'apparition des premiers hommes, la naissance des premières grandes organisations humaines et royaumes, la naissance des sciences, de l'agriculture, une approche afrocentrée de l'histoire a toute sa place dans l'éducation africaine. Plus largement, ce traitement se reflète également dans les expressions qui sont utilisées. Le terme pacification est souvent utilisé pour décrire des répressions souvent brutales et meurtrières contre les rébellions locales à l'encontre des colonisateurs. En mathématiques, les célèbres théorèmes de Thalès et la propriété de Pythagore attribués aux Grecs sont en réalité créés et utilisés depuis l'Égypte pharaonique pour la construction des pyramides notamment, plus de 1000 ans avant la naissance des dénommés Thalès et Pythagore. La réquisition forcée de soldats durant les 2 guerres mondiales est présentée comme un engagement des combattants africains en vue de défendre la France. La fin de l'esclavage et de la colonisation, souvent présentées comme des abolitions et des avancées signées par la France, en réalité, la signature de l'indépendance est d'abord contrainte par les révoltes répétées menées dans les colonies par les groupes indépendantistes, notamment aidés par les positions anticolonialistes de l'Union soviétique qui aboutit à la résolution 1514 déposée à l'ONU par Nikita Khrouchtchev, ancien chef du gouvernement soviétique, qui a conduit à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux de l'ONU en 1960. De plus, le récit qui est construit ne permet pas de comprendre les enjeux et la construction des systèmes esclavagistes et coloniaux. Aider à défaire l'emprise coloniale, c'est aussi comprendre le rôle qu'a joué l'Église catholique en approuvant dans un premier temps l'esclavage et la traite négrière, puis en participant à l'emprise coloniale par la conquête morale et l'aliénation culturelle par le biais de la religion, vu l'importance de cette dernière dans nos sociétés actuelles. C'est aussi comprendre l'importance qu'ont eu la cartographie des ressources du sol africain et les besoins de séparer certaines populations à des fins de contrôle dans le découpage des frontières pendant la conférence de Berlin de 1885. Considérant l'importance de l'histoire dans la compréhension des problèmes du présent et la construction d'un récit national, il est inconcevable qu'un récit traité de la sorte soit enseigné dans les écoles gabonaises. D'où l'importance pour un État d'avoir un contrôle sur son système éducatif et de l'adapter à ses besoins. Après avoir parcouru différents manuels d'histoire, pris en compte les positions des auteurs, l'évolution de l'enseignement depuis les décolonisations et les principaux acteurs qui l'influencent, nous déduisons que l'enseignement de l'histoire permet de mettre en évidence les intentions suivantes. Minimiser l'apport scientifique, culturel, philosophique des peuples et civilisations africaines dans l'évolution du monde. Accorder aux civilisations européennes la primauté sur les avancées ayant conduit au progrès humain et par conséquent introduire une supériorité des normes et cultures européennes sur celles issues du reste du monde. Inculquer aux élèves une vision centrée sur l'Europe au détriment de leur paradigme propre, ce qui est à la base de la domination culturelle.
Minimiser l'impact et les conséquences des actions et horreurs commises en Afrique par les États européens dont la France durant la traite négrière et la colonisation. Orienter les récits historiques en choisissant de modifier ou d'occulter la réalité derrière l'idéologie et les intérêts qui ont motivé l'action européenne de l'époque jusqu'à nos jours. Mettre en avant les bienfaits supposés apportés par les colons pendant l'esclavage et la colonisation, c'est à croire que l'asservissement d'un peuple par la privation de liberté, l'esclavage, le meurtre de masse et le travail forcé peut être atténué par l'apport d'une civilisation européenne. De notre point de vue, aucune raison sensée ne justifie le fait que l'éducation et les programmes pédagogiques soient restés dans la continuité de ce qui a été mis en place pendant la colonisation par la France et que les manuels scolaires aient été laissés aux mains des mêmes éditeurs français jusqu'à nos jours. Et ce, lorsqu'on met en parallèle le rôle attribué à l'école pour la défense des intérêts coloniaux français avant les indépendances, qui sont en opposition avec le fait de centrer l'enseignement autour des besoins de développement du pays. Étant en incapacité de porter des réformes ambitieuses pour son système éducatif, le Gabon s'est toujours contenté des directives et des résolutions portées par des organismes internationaux pour orienter les politiques majeures dans le domaine de l'enseignement. L'UNESCO en tête de file ou encore l'OIF, l'AFD, l'ADA sont les organismes à l'origine des évolutions majeures dans le domaine de l'éducation au Gabon. Comprennent-ils mieux que nous nos problèmes dans le domaine de l'enseignement ? Sont-ils les mieux placés pour organiser l'évolution de l'école en Afrique ? Dans les années 1960, en plus des besoins de réformer les systèmes éducatifs, l'UNESCO positionne au rang de priorité l'accès à l'éducation de base pour tous. L'État gabonais suit le mouvement et fait passer la loi numéro 16/66 le 9 août 1966, dont l'objectif principal est de garantir et faciliter l'accès à l'école. Quel intérêt de déployer à grande échelle un enseignement non réformé et façonné par le colonialisme ? Dans les années 70 et 80, l'UNESCO soutient la priorisation du développement de l'enseignement technique et professionnel. Le but affiché est de préparer les jeunes à intégrer le marché du travail. Le Gabon emboîte le pas. Le lycée technique national Omar Bongo est fondé en 1978. Les États généraux de l'éducation de 1983 ont comme priorité l'adéquation entre l'enseignement professionnel et les besoins du marché du travail. Depuis les années 2010, ce sont les objectifs de développement durable, ODD, portés par l'ONU qui ont une influence importante sur l'évolution de l'éducation au Gabon. Les nouveaux objectifs pour l'éducation sont la promotion de l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations dans l'enseignement, la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion d'une école plus mondialisée ou encore la préservation de l'environnement. Là encore, le Gabon suit le mouvement. Depuis quelques années, la promotion de l'entrepreneuriat est devenue un sujet prioritaire dans le domaine de l'éducation. Et en 2022, Camélia Tontoum-Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé une série de 33 mesures, dont certaines destinées à l'éducation, issues de la stratégie d'égalité homme-femme portée par le gouvernement. Dans la même période, l'initiation à l'éducation environnementale a été annoncée dans le nouveau programme d'enseignement. On tient à préciser que les points listés ci-dessus n'ont pas pour but de critiquer de manière fortuite les évolutions apportées à l'école gabonaise. Bien sûr qu'il est important de disposer d'un enseignement technique et professionnel, il est également important de rendre l'éducation accessible au plus grand nombre. Cependant, le contenu de l'enseignement doit être d'une importance au moins égale ou supérieure. Pour nous, ce qu'il y a d'inquiétant est le fait que les évolutions importantes et l'orientation de l'école gabonaise soient le résultat de décisions qui sont prises par des institutions qui sont déconnectées des intérêts nationaux, dont les intérêts posent question et dont on peut douter des bonnes intentions. Le tout sans considération pour la culture, l'histoire, les problèmes et les aspirations des Gabonais. De la même manière qu'il n'existe pas un modèle politique qui soit universel et duplicable à toutes les cultures et à tous les peuples, il n'existe pas un modèle d'organisation qui soit universel et duplicable à toutes les cultures. Un modèle d'enseignement unique ne peut convenir à tous les peuples et à toutes les nations de la même manière. D'où l'importance de penser l'éducation localement suivant les besoins spécifiques du pays avant de se tourner vers l'extérieur. Il y a un dicton assez populaire qui dit « La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit ». Autrement dit, celui qui donne a un pouvoir sur celui qui reçoit.
C'est la phrase qui nous vient à l'esprit quand on s'intéresse au financement des projets annoncés par le ministère de l'Éducation nationale au Gabon. En effet, le Gabon dépend énormément de fonds étrangers pour financer les réformes, les infrastructures et les lois dans le secteur de l'éducation. Pour exemple, en 2016, l'AFD accorde un prêt de 100 milliards de francs CFA au Gabon pour la construction de nouvelles salles de classe. Puis, 100 millions de dollars, soit 59,3 milliards de francs CFA de la Banque mondiale sont accordés la même année pour le renforcement de l'enseignement professionnel. En 2022, la Banque africaine de développement accorde un prêt de 84,63 milliards d'euros, soit 56,9 milliards de francs CFA pour le renforcement de l'enseignement technique et professionnel. On pourrait continuer de les lister ainsi, mais la liste de prêts et subventions est très longue. En réalité, le financement étranger peut ne pas être un problème, sauf quand le bailleur vient avec un agenda et des injonctions déjà bien définies à l'avance. Question de souveraineté nationale. En 1982, le financement d'un projet de réforme issu des recommandations de l'UNESCO était assorti de conditions telles que le contrôle des bourses d'études, la gestion des crédits de fonctionnement dans les établissements scolaires ou encore le contrôle du processus d'appel d'offres pour la réalisation des marchés et conventions. Quel intérêt pour l'UNESCO d'avoir un contrôle ou un regard sur les prestataires choisis par l'État gabonais? Plus récemment, depuis les années 2010, le financement d'organisations telles que l'AFD, le FMI ou la Banque mondiale sont régulièrement assortis de conditions et d'indicateurs allant dans le sens des objectifs de développement durable de l'ONU. Ce mode de financement est régulièrement critiqué par certains dirigeants africains qui le perçoivent comme une forme d'ingérence dans les affaires internes des pays du continent. Amadou Toumani Touré, président du Mali entre 2002 et 2012, déclarait dans ce sens « Le FMI a exigé que nous gelions le recrutement d'instituteurs et de professeurs dans le lycée afin que nous puissions mieux maîtriser la masse salariale. Or, au fil des années, nos infrastructures scolaires se sont développées et nos besoins ont été revus à la hausse. Nous avons donc été contraints de recourir à des contractuels. » Une manière pour lui de critiquer la politique d'austérité et de contrôle des dépenses dans l'enseignement imposée par le FMI. Il est important pour nous d'apporter une précision. Tout n'est pas négatif dans l'école africaine. Le niveau en sciences des lycéens sortant de certains pays africains garde une certaine réputation à l'international. Même si pour le cas du Gabon, certaines voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer une baisse globale du niveau en sciences. De plus, le système éducatif seul ne peut expliquer l'état de pauvreté et les difficultés rencontrées dans de nombreux pays d'Afrique. Il existe de nombreux cas dans lesquels l'enseignement paraît déconnecté de son rôle dans la résolution des problèmes locaux et la sauvegarde des intérêts nationaux. La conséquence d'une école qui n'a jamais été pensée et construite pour contribuer au développement local. Le cas du domaine de la construction est assez évocateur dans ce sens. Pour la construction de logements ou d'infrastructures urbaines, le choix des matériaux de construction doit tenir compte de contraintes telles que le climat, le confort des habitants, la durabilité ou les besoins en matière d'entretien. L'usage du ciment tel qu'il est aujourd'hui dans la construction a été introduit pendant la période coloniale. À l'époque, il était rare et réservé au logement des colons et de l'élite locale. Sans être le matériau à disposition le moins coûteux ou le mieux adapté aux climats locaux, sa production nécessite de grandes quantités d'énergie et ses propriétés thermiques sont globalement inadaptées aux pays chauds car il stocke facilement la chaleur et la transfère à l'intérieur des logements. Sans qu'il soit vraiment questionné au quotidien, le ciment s'est imposé dans la construction par l'image prestigieuse qu'il a acquis durant la période coloniale. Contrairement à la terre crue ou cuite qui, elle, faisait déjà partie des principaux matériaux utilisés dans la construction de logements par les populations locales. À l'inverse du ciment, la terre crue ou cuite stocke très peu la chaleur et maintient des températures basses en intérieur. L'abondance de la latérite ou de l'argile nécessaire à sa fabrication permet des coûts plus bas et limite les dépendances aux importations extérieures dans le secteur du BTP. Dans une tribune publiée le 21 mai 2024, Adrien Kogé Essingon, ancien ministre gabonais de l'Habitat, déclarait à propos de l'utilisation de la terre cuite: « Cette alternative représente une solution à plusieurs de nos problèmes actuels. Les blocs de terre crue en particulier offrent une excellente isolation thermique, conservant la fraîcheur des habitats sans nécessiter des recours excessifs au système de climatisation.
Ce choix matériel est d'autant plus pertinent que notre pays regorge de latérite, une ressource abondante qui pourrait rendre ce type de construction économiquement compétitif. Quel est le rapport avec notre système éducatif ? Dans l'enseignement technique et professionnel incluant le génie civil et le BTP, 100% des programmes et 100% des manuels utilisés et recommandés par le ministère de l'Éducation nationale sont des productions françaises. À l'image des contenus de l'enseignement, ces ouvrages sont conçus suivant une réalité et des problématiques différentes des nôtres. Les critères à remplir pour la construction d'un logement sont différents selon qu'on est basé en Europe ou en Afrique. Le climat, les besoins et les ressources disponibles pour la construction ne sont pas les mêmes en France et au Gabon. Il n'est donc pas pertinent que la formation au Gabon soit une simple copie de celle qui est dispensée en France. Si les élèves ne sont pas formés sur la base des besoins et des problématiques propres au pays, il est évident que les formations les détourneront des solutions les mieux adaptées à nos besoins. Des problèmes du même ordre existent également dans le domaine de la santé, même si ce cas paraît plus complexe. Il existe un paradoxe persistant en Afrique et au Gabon en particulier dans le domaine de la santé. Alors qu'en 2022, d'après l'OMS, près de 70% des populations africaines avaient recours à la médecine traditionnelle pour des besoins de santé, les politiques de santé publique dans le domaine de la formation à la pharmacie en passant par les soins sont exclusivement tournées vers la médecine occidentale dite moderne. Les écoles de médecine sont basées sur le modèle et les standards occidentaux. Un modèle qui sait apporter des solutions efficaces mais peine à trouver des solutions concrètes à certaines maladies endémiques présentes sur le continent comme le paludisme ou la malaria dont certaines sont connues et traitées par les médecines traditionnelles africaines. Ce modèle a pour conséquence de marginaliser les médecines locales en les considérant à tort comme étant non scientifiques et expérimentales. Cela est d'autant plus paradoxal que ces remèdes traditionnels pourraient offrir des solutions accessibles et durables dans un contexte où les ressources économiques sont limitées et où l'accès aux soins dits modernes reste un défi pour de nombreuses populations. Intégrer les savoir-faire traditionnels à l'enseignement de la médecine peut s'avérer être un atout, en particulier pour les maladies déjà bien connues et traitées efficacement et à un moindre coût par les techniques locales. Les milliers de plantes qui composent la flore locale et dont les agents actifs servent de base pour la fabrication de médicaments, aussi bien pour la médecine locale que pour la médecine occidentale, sont à notre portée. Servons-nous. Plus largement, sur le plan de la souveraineté, le système éducatif peine à être à la hauteur. Le Gabon, dont l'économie se base principalement sur l'exploitation des ressources minières et des hydrocarbures, dépend totalement des compétences extérieures pour cartographier, identifier et valoriser les ressources présentes dans notre sous-sol. Pourquoi ne pas former des experts nationaux et construire des écoles de pointe pour mieux maîtriser la chaîne de valeur dans ce domaine stratégique pour le pays ? D'autres domaines comme la production alimentaire sont également concernés. Le pays importe plus de 80% de ses besoins alimentaires et le taux monte à 96% pour les viandes et les produits carnés. Mais malgré tout, le pays forme très peu dans ces domaines. Le cercle d'existence d'un peuple fait référence à l'ensemble des éléments qui constituent la vie quotidienne et la continuité de ce peuple. Cela inclut ses traditions, ses pratiques culturelles, ses structures sociales, ses modes de subsistance, ses croyances spirituelles, ses langues et ses interactions avec l'environnement. Il peut se résumer par la culture et le mode de vie d'un peuple dans son espace culturel naturel. Le phénomène d'aliénation culturelle, quant à lui, se caractérise par la perte ou le rejet des éléments constitutifs de sa culture au profit d'une autre, ce qui inclut des éléments du cercle d'existence. Dans le cas des anciennes colonies, l'aliénation culturelle connue actuellement est un processus initié par la volonté de soumission et de domination des peuples africains par les Européens depuis leur arrivée sur les côtes africaines. Par la place qu'il occupe dans le développement intellectuel de notre jeunesse, le système éducatif est un instrument qui aide à façonner nos connaissances et notre rapport vis-à-vis du monde, de l'État, de ses institutions et de ses modes de gouvernance. Il impacte nos modes de vie car il aide à construire notre rapport à l'histoire et à notre environnement. Parce qu'il s'inscrit dans la continuité de l'œuvre coloniale, par la manière dont l'enseignement de l'histoire et le civisme se font autour de la vision occidentale, les sciences, les disciplines artistiques, la littérature tournent autour de la vision occidentale et minimisent le rôle et l'initiative des peuples africains. Le tout participe à une déconnexion des éléments qui constituent les cultures africaines. Il favorise l'érosion des traditions en marginalisant les savoirs traditionnels. Il contribue à l'abandon des techniques endogènes de subsistance et favorise une dépendance aux ressources extérieures.
Il contribue à ériger un mode d'organisation de l'État et des pouvoirs publics façonné par des sociétés fondamentalement différentes des nôtres. L'organisation de l'État gabonais étant directement inspirée du Code napoléonien publié en 1804 pour organiser les pouvoirs et le droit durant le régime de la Première République française. Qui profite le plus de l'école gabonaise? Le système éducatif produit-il des individus façonnés pour défendre les intérêts et la vision occidentale? Quelles conséquences au fait de laisser d'autres puissances décider de ce qui est dans nos manuels scolaires? Il existe une volonté affirmée de certaines puissances mondiales de disposer des ressources africaines. Les richesses de sous-sol ne sont pas les seules concernées. Les cerveaux suscitent également un intérêt important. Dans un article sur la fuite des cerveaux disponible sur notre site internet, on évoquait la facilité avec laquelle les États et entreprises occidentales parvenaient à attirer des cerveaux et de la main-d'œuvre qualifiée africaine. Dans cet article, il était également question des enjeux économiques et politiques. On évoquait le fait que former des cadres et l'élite dirigeante des pays africains était un moyen efficace pour l'Occident de diffuser son idéologie, de pérenniser une domination culturelle, intellectuelle et de garantir ses intérêts en Afrique. Former des dirigeants africains acquis à leur vision et à leurs principes moraux permet d'assurer une influence sur le continent. Sur le plan économique, les migrations vers l'Occident permettent de contribuer au financement des universités d'accueil et de garantir un afflux constant de main-d'œuvre qualifiée dans un contexte de stagnation ou de baisse de la population au sein des pays dits développés. Les systèmes éducatifs actuels en Afrique francophone sont des accélérateurs de ce phénomène, car ils produisent des individus suivant un modèle déconnecté de nos réalités mais directement pensé selon des agendas occidentaux. Pour de nombreux diplômés africains, il y a une facilité à se projeter ailleurs que chez soi, poussé par l'idée selon laquelle, une fois diplômé, c'est en Occident qu'on peut pleinement mettre en pratique ses compétences et exprimer son potentiel. Les économies plus industrialisées, les niveaux de rémunération et les sociétés perçues comme mieux organisées correspondent mieux aux aspirations et au contenu des formations reçues pendant les études supérieures. Cette manière de penser paraît logique si on part du principe que les apprenants sont instruits à la manière occidentale, suivant une idéologie et des techniques venant de l'Occident. Il est de ce point de vue logique que l'Occident soit l'endroit approprié pour mettre en pratique les compétences acquises. Et même en restant au pays, on fantasme sur un développement calqué sur l'image qu'on se fait de l'Occident, et les multinationales implantées localement restent les entreprises privilégiées pour y exercer et renvoyer un sentiment de réussite. L'enseignement doit être adapté aux réalités de son environnement. L'économie en Afrique est régie par des codes locaux différents de ceux de l'Occident. Le BTP ne répond pas aux mêmes besoins et le droit répond à des codes moraux différents. Les besoins en matière de consommation sont également différents. De plus, se contenter de calquer maladroitement son enseignement sur celui d'un État plus avancé techniquement est le meilleur moyen de faire naître une dépendance économique et technique vis-à-vis de cet État. Couplé à l'absence de financement conséquent dans le domaine de la recherche locale, nous condamnons l'Afrique à être un débouché économique pour des industries mondiales avec plus d'1 milliard de consommateurs à servir. Le dictionnaire Le Robert définit la souveraineté comme le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Autrement dit, la capacité d'un État à faire respecter ses intérêts et à protéger son mode de vie. Pour un État, la souveraineté nécessite la capacité de s'affirmer sur les plans économiques, culturels, alimentaires ou de la défense. Être en mesure de pouvoir puiser en son sein les éléments nécessaires à son bon fonctionnement est pour un État l'une des bases de sa quête de souveraineté. Un système éducatif qui favorise la préservation des intérêts nationaux peut contribuer de manière efficace à la quête de souveraineté. Parler d'une école afrocentrée, c'est parler d'une école construite sur la base d'un paradigme africain et qui oriente la boussole des apprenants vers les réalités africaines. L'école afrocentrée place l'Afrique et ses peuples au centre de l'analyse historique, culturelle et sociale. Elle valorise l'histoire, les cultures, les langues et les traditions africaines, ainsi que celles des communautés afrodescendantes à travers le monde.
L'histoire millénaire du continent africain et de ses différentes régions nous offre une base considérable pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans les écoles. Elle offre une opportunité unique de forger une identité collective, de valoriser les patrimoines culturels locaux et de déconstruire les stéréotypes hérités de la colonisation. L'enseignement peut être enrichi par une meilleure connaissance des peuples tels que les Bantous, les Peuls ou les Pygmées, des royaumes tels que l'Égypte antique aussi appelée Kama, le royaume Congo, le royaume de Kouch ou encore l'empire du Ghana. Des personnages importants de l'histoire tels que Sundiata Keita, Toussaint Louverture, Nzinga Mbandé, Zumbi dos Palmares ou encore Thomas Sankara. Un enseignement de l'histoire basé sur une compréhension des dynamiques ayant conduit à l'Afrique actuelle dans nos programmes scolaires est essentiel pour redonner aux Africains un contrôle sur leur récit historique, nourrir un sentiment de fierté et d'appartenance et préparer les jeunes générations à affronter les défis contemporains avec un regard ancré sur leur propre héritage culturel et historique. Cela demande des efforts concentrés pour développer des curricula adaptés, des matériels pédagogiques adaptés et une formation continue des enseignants sur cette thématique. L'identité est l'une des questions cardinales dans la vie d'un être humain. En effet, lorsqu'on a tout appris dans le monde et du monde et que l'on ne sait rien sur soi-même, l'on n'a rien appris. Car la première et la plus importante des connaissances est la connaissance de soi, auquel cas on n'est pas autre chose qu'un aliéné. Voilà pourquoi il est crucial que l'école afrocentrée mette un accent particulier sur l'étude de l'identité africaine par le truchement de sa culture multidimensionnelle. C'est aussi dire que l'identité est ce qui constitue notre spécificité en tant qu'être humain pris individuellement et ensuite en tant que groupe humain, en tant que peuple parmi d'autres peuples. L'identité implique donc un référentiel culturel propre à soi, un paradigme propre à soi, c'est-à-dire propre à son univers culturel et identitaire. Partant de ce principe, il est possible, sur la base des identités propres des peuples gabonais, de construire une philosophie commune, une justice, une vision et une éducation civique. Les sciences et techniques endogènes peuvent, dans des cas bien précis, nous offrir des solutions déjà éprouvées dans le temps. Les connaissances accumulées et transmises sur des générations dans les domaines variés tels que l'agriculture, la médecine, la construction sont le reflet d'une profonde connaissance de l'environnement naturel, des écosystèmes et des dynamiques sociales. L'intégration des techniques ancestrales africaines dans l'enseignement scolaire peut enrichir l'éducation en offrant des perspectives et une approche unique qui valorise les savoirs traditionnels. Ces techniques ancrées dans des pratiques culturelles et historiques riches peuvent être adaptées pour répondre aux besoins actuels tout en préservant et en valorisant l'héritage africain. Né en 1946, Yacouba Sawadogo est un agriculteur et commerçant burkinabé connu comme étant l'homme qui a stoppé le désert dans son village de Goura situé dans la région du Yatenga au nord du Burkina Faso. Dans les années 80, son village est confronté à une sécheresse et à une désertification continue des sols qui touche plus généralement le nord du pays et met à mal la production agricole. Elle provoque des famines et entraîne des migrations des populations vers d'autres régions du pays. Pour y remédier, il décide alors de se tourner vers la technique ancestrale nommée Zai qu'il améliore. La technique consiste à creuser des trous dans le sol, les remplir de compost et à se servir de pierres pour guider l'eau de pluie. Il entretient également une population de termites qui va creuser le sol afin de le rendre plus poreux, pour ainsi mieux retenir les eaux de pluie. Le tout permet de mieux capter l'humidité et d'irriguer les sols. La technique lui permet d'améliorer les rendements agricoles dans son village et permet de faire pousser une forêt qui s'étend aujourd'hui à plus de 40 hectares. La production agricole repart de l'avant, permettant ainsi de régler le problème de famine. Il passe ensuite sa vie à transmettre ces techniques qui se diffusent dans son pays et dans d'autres régions désertiques du continent. Son travail lui vaut une reconnaissance nationale puis internationale marquée par le prix Nobel alternatif en 2018 à Stockholm en Suède. Il décède en décembre 2023 en étant un des symboles de la richesse des techniques ancestrales et laisse derrière lui un héritage qui lui a valu d'être régulièrement célébré durant son vivant et après sa mort dans son pays d'origine. Quelle doit être la finalité des systèmes éducatifs locaux ? Devons-nous célébrer des Africains lorsqu'ils brillent pour des institutions étrangères ?
Un Africain qui travaille pour la NASA sert fondamentalement l'intérêt américain. Si cette situation a le mérite de démontrer que notre continent regorge de cerveaux brillants, la question est complexe car elle doit prendre en compte les contextes locaux, les besoins d'acquérir de nouvelles compétences et les différentes manières de servir l'intérêt de la nation. Dans les cultures africaines, le rapport à la nature est caractérisé par un respect profond et une reconnaissance du rôle vital de la nature dans la vie des hommes, conduisant souvent à une sacralisation de cette dernière. Quel intérêt de puiser ailleurs le contenu de l'initiation à la préservation de la nature dans l'enseignement scolaire quand les cultures locales savent nous apporter le matériau de base? Les problèmes anciens persistent encore aujourd'hui et les changements annoncés sont peu convaincants. Recommandé par l'UNESCO, le déploiement de l'approche par la compétence au collège après son intronisation dans l'école primaire pose question car elle nous paraît peu convaincante et inadaptée. La réforme des manuels scolaires annoncée pour le primaire, la 6e et la 5e sera portée par l'éditeur français Edicef via sa filiale Edig, un symbole de continuité. L'objectif de cette vidéo était de proposer une analyse de l'évolution des contenus d'enseignement dans notre système éducatif actuel, de comprendre les finalités et les obstacles à la naissance d'une école taillée pour contribuer à l'essor du pays entre manque de financement, inaction de l'administration publique, absence de réformes et influence étrangère. Parce que les écoliers d'aujourd'hui sont les forces vives de demain, leur enseignement doit permettre d'apporter des réponses aux défis futurs. L'éducation nationale mérite donc une attention et un traitement à la hauteur de son rôle. Alors, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont arrivés jusqu'ici. C'est la première fois qu'on réalise un contenu vidéo pour traiter un sujet de cette nature. D'habitude, on traite ce type de sujet sous forme d'articles publiés sur notre site internet et notre blog. C'est le sujet le plus long, le plus complexe, le plus documenté et le plus important qu'on ait eu à traiter. Et pour nous, le sujet vaut la peine d'être décliné sous un format vidéo qui soit plus accessible que l'article écrit. Donc, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez en description un lien vers l'article qui a donné naissance à cette vidéo. L'article a l'avantage d'être un peu plus complet, donc c'est intéressant pour les lecteurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à bientôt. Peut-être. Empiré, même dans mon sommeil. Océan d'euphorie merveilleuse, juste en ton honneur. Verbe, esprit saint, rhétorique céleste qui abat l'horreur. Ankh, Ouja, Sénèbres du crépuscule à l'aurore. Je te célèbre, réincarnation de la bonne heure du bonheur. Edjing, Itonda, Irondu, Lutonde, Dia, Ndolo, Lonlon, Ife, Nop, Bolingo, love, amour.